Bonjour à tous. Bien, Xavier Bonan, je suis ravi d'animer cette rencontre aujourd'hui. Du coup, le sujet de la journée, ça va tourner autour de l'économie de la fonctionnalité et surtout autour de l'entreprise et de comment l'entreprise peut se réinventer pour tirer totalement profit des conjonctures sociétales et environnementales que l'on subit actuellement. Alors, on va peut-être attendre encore 1 ou 2 minutes. Oh, je pense qu'on peut attaquer là. On va dire que l'essentiel des troupes sont là. Eh bien, on va attaquer. Donc, merci de participer à ce premier webinaire. Donc, on est ravis d'attaquer ce modèle de présentation de ce qui fait sens pour nous et des sujets qui nous concernent et que l'on travaille au quotidien. Voilà. Donc, on espère vous faire partager cette vision. Alors, pendant ce webinaire, ça va se décomposer en deux grandes parties, on va dire. On aura une présentation de l'ordre de 45 à 50 minutes, suite à quoi on va se prendre le temps de questions. Alors, ce que je vous propose, c'est de poser vos questions à travers le chat, de telle sorte à ce que Laura, là, qui est en back-office, puisse en faire la synthèse et qu'elle puisse nous poser les questions que vous avez posées. Voilà. Et bien sur ce, on commence. Dans cette présentation, je vais prendre le point de vue. Donc, on va beaucoup parler d'écologie, d'environnement, mais par contre, je ne vais pas prendre le point de vue de l'environnement, je vais prendre le point de vue du business et des entreprises uniquement. Donc, c'est un point de vue particulier. Souvent, quand on parle d'économie de la fonctionnalité, quand on parle d'économie circulaire, on parle d'environnement. Je vais très peu vous en parler pour plus porter mon discours sur les aspects stratégiques de l'entreprise et de l'importance que tout cela peut avoir et des opportunités également que tout cela peut avoir vu de l'entreprise. Voilà. Donc, ne soyez pas choqués si je ne parle pas d'environnement si je ne valorise pas le fait que ce que l'on va évoquer peut apporter un bien significatif pour l'environnement. C'est simplement que c'est pas que je n'y crois pas, bien au contraire, mais c'est simplement que je porte aujourd'hui et pour cette présentation un regard particulier sur l'entreprise. Voilà. Bien, alors, quel problème vivons-nous depuis un certain nombre d'années ? Eh bien, on va essayer de voir d'où vient cette consommation de matière, cette consommation effrénée de matière. Si on regarde, là, c'est une étude de Hop. On verra ce qu'est Hop, je vous en parlerai tout à l'heure. Si on regarde dans les années 70, donc on va prendre un bien de consommation tout à fait banal qui est le lave-linge. Dans les années 70, le taux d'équipement des foyers était de l'ordre de 57%, ce qui fait qu'il y avait encore un volume de croissance par le taux d'équipement. Aujourd'hui, en 2019, mais on peut considérer que depuis les années 90, c'est à peu près le cas, voire même 80, le taux d'équipement est de 97%. Or, on est tous d'accord que chacun veut faire croître les marchés, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé vu qu'on a saturé le marché? Eh bien, on est entré dans ce qu'on appelle une commodisation des offres. Donc, la commodisation, c'est qu'un produit devient une utilité et du coup, il n'y a plus vraiment de différence entre un produit d'une marque A ou un autre produit d'une marque B. Et il n'y a qu'à voir au rayon du blanc à Darty, Carrefour ou autres magasins. Quand on regarde les lave-linges, ils se ressemblent tous plus ou moins. Xavier, Ils sont... Oui, Xavier, est-ce que tu peux mettre ton écran, enfin en plein écran en fait, en mode diaporama, s'il te plaît? avec plaisir. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça ou c'est plus dans affichage et lire le Euh, diapo. En fait, ça marche mieux si c'est comme ça. Mais J'espère voilà, parce que que c'est pas ça vous lisible. convient. Ouais, on a une demande pour que... Ok, bon, bah, je passe alors en plein En écran. bas à 2 secondes. droite. Ouais. Hop, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. 2 secondes, alors du coup. Voilà. Ah zut. Bon, alors, je n'y arrive pas. Je suis trahi par la technique. Voilà, voilà. Ça va mieux? Ouais, c'est super. Merci. Bien.
Donc, je disais que le paradigme actuel, c'est que les produits sont commodisés, pour autant les entreprises veulent s'en sortir. Et donc, lorsqu'il y a commodisation des offres, eh bien, quelque part, c'est la régulation du prix se fait par la régulation du marché se fait par le prix, puisque c'est finalement quand on a deux produits équivalents, ben, s'ils sont équivalents, si on ne perçoit pas la différence entre l'un et l'autre, on va forcément acheter le moins cher. Et du coup, ben, depuis les années 80, on est rentré dans une dynamique de guerre des prix. Et c'est là où on a vu croître ce qu'on appelle, et on connaît tous ce terme, de design to cost. C'est-à-dire qu'on a développé un produit non pas pour son usage, mais pour un coût de production cible, voire même un coût de vente cible. C'est ce qu'on appelle les 999, c'est-à-dire on fait une machine à laver pour qu'elle coûte 199,90 €. Voilà. Et du coup, ce faisant, fatalement, si l'objectif premier, c'est le coût, on abaisse la qualité, mais surtout, on abaisse la réparabilité. C'est-à-dire que lorsque, pour optimiser un coût de fabrication, je vais remplacer des vis par un emboutissage d'un roulement, par exemple, ou par de la colle, eh bien, on voit bien que si une pièce est emboutie, je ne peux plus la démonter, du coup, je ne peux plus changer le roulement, si on prend cet exemple-là. Ou si la pièce est collée, je ne peux plus la décoller, ou alors il faut casser pour réparer. Donc, on voit que ce n'est pas durable. Et du coup, ça génère une obsolescence accélérée des produits qui fait que la durée de vie des produits se réduit. Alors, le design to cost a généré pas mal de choses. Donc déjà, comme les produits sont moins durables dans la durée, eh bien, on accélère le renouvellement. Et du fait d'accélérer le renouvellement, quelque part, on accélère la consommation de ressources. Et donc, on accélère l'épuisement des ressources finies présentes sur la planète. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que comme une fois qu'on a optimisé tout ce qu'on pouvait sur la fabrication et sur les coûts du produit, mais il reste l'aspect RH. Et là, bien sûr, pour gagner en coût de main-d'œuvre, eh bien, on va chercher à produire dans des pays low cost. Et du coup, ça a un impact sur les économies même des pays matures. Et puisque du coup, il y a un affaiblissement de l'emploi et il y a un affaiblissement également des salaires, puisque là, depuis de nombreuses années, les salaires n'évoluent plus. Et du coup, ça crée ce qu'on appelle une paupérisation. Donc, la paupérisation, je ne sais pas si vous êtes coutumier de ce terme, c'est l'affaiblissement du niveau de vie d'une classe sociale. Voilà. Alors, je vous ai mis un petit graphe qui démontre l'évolution des salaires. Donc, on voit aux US que, par exemple, jusqu'à la crise pétrolière à peu près, c'est-à-dire le début de la mondialisation, il y avait symétrie quelque part entre les gains de productivité et les gains sur les salaires. Et puis après, il y a eu décorrélation entre les deux. C'est-à-dire qu'on a toujours eu des gains de productivité. Alors, c'est dû à l'automatisation, c'est dû aussi à la mondialisation et c'est dû au design to cost. Mais du coup, les salaires sont restés stables. Alors ça, ce sont des données américaines, mais il y a les mêmes pour les données européennes et on voit que c'est exactement la même chose en France, avec un décalage quand même de 10 ans. Voilà, ça s'est arrivé un petit peu plus tard en Europe, on va dire. Bon, alors du coup, j'avais envie de vous poser une petite question. Alors, on est trop nombreux pour que vous puissiez y répondre, mais on peut se poser la question de quelle était la durée de vie d'un lave-linge. On va rester sur l'exemple du lave-linge il y a 30 ans. Et de quelle est la durée de vie d'un lave-linge maintenant. Et en fait, il y a 30 ans, la durée de vie d'un lave-linge, c'était de l'ordre de 30 ans. Et j'en veux pour témoignage celui de mes parents, et mon père me disait qu'il avait eu, jusqu'à un passé tout à fait récent où il vient de changer sa machine, il avait eu 2 machines à laver dans sa vie. Donc aujourd'hui, il a 84 ans. Donc, grosse maille, on peut estimer qu'une machine dure 30 ans. Voilà. Or, maintenant, quelle serait la durée de vie moyenne d'un lave-linge maintenant? Eh bien, je vous laisse vous donner une réponse. Voilà, imaginez une réponse. Mais donc, HOP, qui est une association qui s'appelle Halt à l'obsolescence programmée. HOP, ça veut dire Halt à l'obsolescence programmée. Eh bien, elle nous donne une réponse. Et par exemple, on peut voir qu'une machine de type Samsung dure 4 ans. Voilà, et que le meilleur, ce serait 1000 qui dure 10 ans. Et on a là une moyenne à 5-6 ans. Voilà. Et c'est effectif parce que moi, j'en suis déjà à ma 5e machine à laver. J'ai compté, j'en suis à ma 5e. Donc, on voit que finalement, la réduction de la durée de vie des produits est vraiment effective, puisqu'on a, si je fais le calcul, le ratio entre ce qu'a consommé en machine à laver mon père et moi, je pense qu'on est sur un ratio de 1 à 5. C'est-à-dire que moi, je vais consommer 5 fois plus de machines à laver que mes parents. Alors, pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est que là, je vais prendre une étude de l'ADEME
Et l'étude de l'ADEME, elle dit que quelque part, la consommation de ressources de la planète, c'est sur la durée de vie d'un lave-linge, hein, c'est de l'ordre de 60%, et le reste, c'est du consommable. Ce qui fait que si on augmente, on multiplie par 5 la durée de vie d'un lave-linge, eh bien, de facto, ça aura une part importante sur l'impact environnemental de cette machine. Alors là, on voit, on a pris un exemple d'obsolescence accélérée qui est celui de la machine à laver. Donc, on le voit sur les perceuses ou sur d'autres produits. Mais en fait, il faut bien comprendre que l'obsolescence se gère sur bien plus de produits. Par exemple, les bas nylons. Moi, je me souviens très bien quand j'étais gamin, je voyais que les bas nylons des femmes étaient étendus avec le linge, c'est-à-dire qu'ils se lavaient. Aujourd'hui, moi, je vois ma femme, des fois, elle grille le bas nylon avant même de l'avoir mis parce qu'il s'accroche et il est tout finé. Voilà. Donc, avant, les bas nylons étaient durables et maintenant, ils durent que quelques heures, on va dire. Donc, on les lave beaucoup moins de facto. Hein. Bon, les produits de grande consommation, des fois, on a l'impression que le produit il a été fait pour être vendu plus que pour être utilisé. Moi, il m'est arrivé de détruire un produit en y faisant attention, hein, sans problématique d'usage, en 20 minutes. Voilà, donc on se dit, il y a quand même un problème. Et du coup, quand on va voir dans les ateliers de nos parents ou de nos grands-parents, on s'aperçoit qu'il y a des objets qui ont 70 ans et qui sont tout à fait fonctionnels. Bref. La lampe, hein, aux USA, il y a une ampoule qui est allumée depuis 100 ans dans une caserne de pompiers. Et or, on sait très bien maintenant que les ampoules sont bridées à une durée de vie de 1000 heures. Hein. Je vous renvoie, si vous êtes intéressé par ce sujet, à une très belle vidéo qui a été diffusée sur Arte et qui est disponible en replay, qui s'appelle Prêt à jeter. Vous pouvez replay Prêt à jeter sur Arte, vous verrez, c'est très intéressant. Mais il y a d'autres types d'obsolescence, hein, et notamment il y a l'obsolescence qu'on pourrait nommer, alors ce n'est pas un terme officiel, hein, mais c'est un terme que je vous propose, d'obsolescence prescrite. Notamment la mode, c'est une obsolescence prescrite. Hein. Ce week-end encore, j'ai jeté des vestes de costume parce qu'elles n'étaient plus vraiment au top de la mode, alors qu'elles étaient parfaitement en bon état. Vous voyez, on peut avoir des pantalons, si aujourd'hui j'avais un pantalon à pattes def, c'est difficile de le porter, quoi, ou alors dans un cadre particulier. Donc on voit bien que la mode accélère le changement. Et en fait, la mode, c'est une création, entre guillemets, marketing, dans ce sens où, moi, je me souviens, mon grand-père, il n'était pas très sujet à la mode, c'est-à-dire que ses vêtements, je l'ai toujours vu habillé avec les mêmes vêtements, hein, ou le même type de vêtements. Voilà. Il y a le renouvellement rapide des gammes. Donc, on voit tous que les voitures sont renouvelées extrêmement rapidement pour créer quelque part un effet, une envie de nouveauté. Et c'est pareil pour les smartphones. Hein. Je reprenais le Samsung S quelque chose, hein, la gamme de smartphones. Maintenant, on en est au S21, si j'ai bonne mémoire. C'est-à-dire qu'en 14 ans, il y a eu 21 modèles de smartphones. Voilà. Mais il y a des trucs plus subtils comme les DLC ou les DLOU, hein, donc la date limite de consommation ou date limite d'utilisation optimum. Bon, il y a eu une étude qui a été faite par Arte où il prenait un yaourt, il le testait le lendemain de la DLC, le yaourt était toujours bon, 2 semaines après, il était toujours bon, 1 mois après, il était toujours bon. Et en fait, il faut comprendre que la DLC, quelque part, c'est la levée de la garantie du constructeur ou du fabricant. Ce n'est pas forcément, pas nécessairement la fin de vie du produit, quoi. Voilà. Or, nous, on le perçoit comme une fin de vie du produit et donc notre yaourt, on le jette alors qu'il serait tout à fait consommable. Et les DLUO, moi, j'ai été étonné de voir, par exemple, des DLUO apparaître sur le vin. C'est étonnant. Et moi qui suis apiculteur, donc je sais que le miel est un produit qui n'est pas périssable et lorsqu'on vend notre miel, on est obligé de mettre une DLUO. Voilà. C'est une obligation légale. Donc, quelque part, on crée de l'obsolescence par ce type de choses. Après, il y a d'autres types, hein, les incompatibilités logicielles. Aujourd'hui, si on a un ancien produit qui fonctionne toujours, un ancien ordinateur qui fonctionne toujours et qui n'est plus compatible avec la nouvelle app, avec une nouvelle app quelconque, on ne peut plus utiliser le produit, alors qu'il est totalement opérationnel d'un point de vue physique. Il y a également l'évolution des normes. Là, par exemple, les pulvérisateurs des agriculteurs, il y a une nouvelle norme, ça les rend de facto obsolètes, quoi. Du coup, il y a des choses qui vont forcément bouger. Puis, ça peut être également des normes de sécurité, où des fois, on interdit la réutilisation de produits pour des questions de sécurité, alors que, bon, peut-être qu'il pourrait être utilisé 2, 3, 4, 10 fois sans aucun problème. Donc, par facilité, on dit on n'utilise qu'une seule fois. Voilà. Et puis, il y a aussi, par exemple, le calibrage des fruits. Hein. Donc, un fruit, une banane qui serait trop petite, elle n'est pas retenue pour être vendue. Donc, ça, c'est de l'obsolescence prescrite. Il y en a d'autres.
Si j'ai un produit qui tombe en panne, que je pourrais réparer, mais dont la pièce de rechange n'est pas disponible, à l'évidence, je vais avoir du mal à le réparer. Ou alors, il faut que je trouve un produit de la même gamme qui, lui, n'est pas en panne pour que je puisse récupérer la pièce. Il y a également le coût des pièces de rechange ou le coût de la réparation. En fait, il y a un seuil psychologique qui fait que si le coût de la réparation dépasse 30% du prix du neuf, on va préférer racheter quelque chose de neuf. Voilà. Et donc ça, si on reste sur le domaine de l'usage, c'est quelque part, oh non, mais je ne veux pas m'embêter, je préfère acheter un truc neuf pour que ça marche. Voilà. Donc, quelque part, notre comportement également fait en sorte d'accélérer l'obsolescence ou en tout cas la fin de vie des produits. Voilà. Et puis, dans l'usage également, il y a un exemple qui est très connu, qui est celui des grandes surfaces. En fait, si on compare les taux de perte de marchandises, de produits frais en grande surface versus le taux de perte d'un forain qui se trouve sur un marché, d'un maraîcher qui vend ses produits sur un marché, eh bien, il y a un ratio de 1 à 10. Tout simplement parce que quand on va au marché, que la tomate commence à se flétrir un peu, le marchand vous la propose en priorité. Donc, elle ne va pas rester sur ses étals. Alors que lorsqu'on est en libre-service à Carrefour ou ailleurs, dès que la tomate est un peu défraîchie, on va plutôt prendre une qui est plus fraîche et du coup, après, le produit sera foutu. Voilà. Alors, de tout cela, la résultante, c'est qu'aujourd'hui, on consomme l'équivalent de 1,7 fois les ressources renouvelables de notre planète. On a dépassé, d'ailleurs, probablement connaissez-vous la date, tiens, j'ai oublié le terme, enfin une date théorique, le jour du dépassement, voilà, qui est un jour théorique à partir duquel on a consommé toutes les ressources renouvelables de la planète. Donc, il y a encore quelques années, c'était au mois d'octobre. C'est passé au mois de septembre, il y a 8 ans, je crois. Et là, en 2019, donc je mets le Covid à part et donc 2020 à part, en 2019, il était fin juillet. Donc, c'était la première fois, je crois, que ça passait en juillet. Voilà. Donc, au plus ça va, au plus on consomme des ressources de la planète. Alors, et ce faisant, il faut comprendre, là, je vous ai sorti un diagramme qui est notamment utilisé par j'ai oublié le terme, par l'AFD en France, qui est l'Agence française du développement. Et en fait, sur ce schéma, on s'aperçoit que la biocapacité de la planète par personne a été divisée par 2 en 40 ans. C'est-à-dire qu'entre 1960 et 2010, même en 50 ans, et 2012, eh bien, on a divisé par 2 la biocapacité de la planète par personne. Or, dans le même temps, comme le pouvoir d'achat a augmenté, eh bien, du coup, on consomme de plus en plus de la planète, des ressources renouvelables de la planète. Donc ça, fatalement, ça commence à devenir problématique. Et d'autant que si on regarde des analyses, on s'aperçoit que le nombre de personnes en classe moyenne dans le monde, et je vous le fais simple, je simplifie le schéma, mais les personnes en classe moyenne, ce sont ceux qui consomment le plus. Ce sont des gens comme nous qui consommons l'équivalent de 1,7 à 2 fois ou 3 fois ou 5 fois, comme les Américains, les ressources disponibles sur la planète, ramenées au nombre de personnes. Bien, alors on s'aperçoit de quoi sur ce graphe? C'est que en moins de 10 ans, là, on va avoir 2 milliards de personnes en plus qui arrivent en classe moyenne. C'est-à-dire ce sont des gens qui consomment moins que les ressources renouvelables disponibles sur la planète, ramenées par tête de pipe. Et ils vont monter à des niveaux d'achat qui sont du niveau des nôtres, et donc c'est très bien pour eux, mais qui sont de l'ordre de 2,5 fois ce que peut renouveler la planète. Et donc, quand on regarde les courbes de la population, non seulement on s'aperçoit que la population augmente au niveau planétaire, c'est-à-dire que là, on est à peu près 7,5 milliards de personnes sur la planète. En 2030-2035, enfin dans environ 10 ans, on sera à 8 milliards, 8,5 quasiment. Mais vous voyez qu'il y a encore au niveau de la planète une exode rurale qui se passe. C'est-à-dire qu'il va y avoir un gap. Donc là, on le voit entre la courbe bleue et la courbe rouge, de personnes qui vont aller en ville. Et donc, je vous propose la caricature suivante, pour simplifier, c'est qu'une personne qui est en campagne, elle peut se faire ses propres yaourts.
Du coup, quelque part, son impact sur la planète est relativement faible. Par contre, dès qu'on arrive en ville, on n'a plus cette capacité de production. On ne peut plus élever ses moutons, ses chèvres, faire ses yaourts, etc. Et du coup, c'est là où on devient consommateur dans le sens que l'on connaît aujourd'hui nous-mêmes. Et du coup, c'est là où on consomme beaucoup plus de ressources planétaires que la planète peut en régénérer. Et donc, si on prend ces deux paramètres de l'augmentation du nombre d'habitants sur la planète et de l'augmentation de la classe moyenne, eh bien, il faut comprendre que ce n'est pas 9 milliards de personnes que l'on aura en 2030, ce n'est pas l'équivalent d'une consommation de 9 milliards de personnes que l'on aura en 2030, mais c'est l'équivalent de 12,5 milliards de personnes. C'est-à-dire que si on ramène à notre consommation d'aujourd'hui sur l'ensemble de la planète, qu'on ajoute les 2 milliards de personnes en classe moyenne qui vont arriver, plus la croissance de la population, ça fait un équivalent actuel, comme si dans 10 ans, on serait l'équivalent de 12,5 milliards de personnes. Donc, c'est très conséquent et ça va encore augmenter notre consommation de ressources de la planète. Et on voit que la consommation de ressources est exponentielle. Et donc, pour ceux qui ont oublié leur cours de maths, la définition d'une exponentielle, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un pas sur l'axe des x, on fait 2 pas sur l'axe des y. Et donc, je vous ai fait une simulation sur Excel, toute simple, en disant si le taux de croissance est de, par exemple, 3%, eh bien, on double, là c'était 200, on double à peu près tous les 21 ans notre consommation de ressources. C'est-à-dire, si le taux de croissance du PIB est de l'ordre de 3%, on double tous les 20 ans. Si le taux de croissance est de l'ordre de 5%, on double tous les 13 ans à peu près. On double notre consommation de ressources tous les 13 ans. Voilà. Aujourd'hui, juste pour info, la croissance du PIB moyen est un peu inférieure à 4%. C'est-à-dire que potentiellement, on double notre consommation tous les 15 à 18 ans. Voilà. Et alors, si on raisonne, donc là, on a raisonné ressources renouvelables, mais il existe également des ressources qui ne sont pas renouvelables, comme le pétrole, les métaux, etc. Et alors, là, il y a un principe qui est le pic de Huber. Je ne sais pas si vous connaissez cette théorie, mais c'est plus qu'une théorie, puisque ça se vérifie, qui dit que lorsqu'on a extrait la moitié d'une ressource, donc par exemple celle du pétrole ou celle du métal, enfin du fer ou de l'aluminium, à ce moment-là, ça devient plus compliqué d'aller atteindre ce qui reste. Et comme c'est plus compliqué, on sait moins en produire. C'est-à-dire qu'on sera beaucoup moins productif. C'est-à-dire que si là, on produit 100 000 tonnes, par exemple, par an d'un produit, dès qu'on en a dépassé la moitié, eh bien, ce volume de production n'est plus atteignable et on va entrer dans ce qu'on appelle une déplétion. C'est-à-dire qu'on va produire de moins en moins. Et on va produire de moins en moins jusqu'au moment où il n'est plus accessible d'atteindre, où on ne peut plus accéder à la ressource. C'est-à-dire qu'on a tout pris ce qui était techniquement ou économiquement accessible et le reste restera enfoui à jamais parce que ce sera trop compliqué à extraire. Voilà. Et du coup, quand on fait le parallèle avec le pétrole, donc là, il y a une étude qui a été faite par le Rystad, qui est une agence danoise, si j'ai bonne mémoire. C'est une agence de prospective spécialisée dans l'énergie. Et en fait, ils ont évalué notre capacité à produire du pétrole sur les 100 prochaines années, donc jusqu'en 2100 en fait. Et là, on voit que à partir de 2030-35, ça commence à baisser sévèrement, jusqu'à quasiment divisé par 5 en 2100. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une tension sur le pétrole, mais il va également y avoir une forte tension sur les autres matières premières, genre tous les métaux, etc. Notamment le cuivre, on va arriver au bout, etc. Voilà. Donc, on va atteindre, là, dans les 20 ans à venir, dans les 5 à 20 ans à venir, on va atteindre beaucoup de pics de production sur des matières premières. Alors, et ça, il faut comprendre qu'il y a totale corrélation entre la production, enfin la croissance du PIB et la consommation de ressources. Donc là, c'est la consommation de ressources de pétrole, mais c'est une homothétie, c'est-à-dire que c'est pareil pour le métal, etc. C'est-à-dire qu'on est lié entre notre croissance si on croit en PIB, on croit en consommation de ressources dans le modèle économique actuel. Et ça se voit très bien sur ce graphe où là, par exemple, on a en bleu le PIB par habitant et en rouge la consommation de pétrole.
Et on voit que depuis la mondialisation, c'est-à-dire depuis les années 70, il y a totale corrélation entre les deux. Et que si on mesure, si on mesure aujourd'hui la tendance de consommation de pétrole, eh ben, ça donnera à peu près 6 mois en avance le PIB mondial. Voilà, parce qu'il y a totale corrélation. Donc l'un tire l'autre et l'autre tire l'un. Voilà. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de pétrole, le PIB s'effondre. Si on est en pénurie de pétrole, le PIB s'effondre. Et si le PIB s'effondre, eh ben, on consomme moins de pétrole. Et ça, on l'a bien vu avec le Covid. Bon, tout ce que je vous raconte là, en fait, on le sait depuis 1972 avec les travaux du Club de Rome, je ne sais pas si vous connaissez, et le fameux rapport Meadows qui a donné lieu à un bouquin qui s'appelle Limits to Growth, donc les limites de la croissance. Et en fait, ils ont modélisé les consommations de ressources et ce que ça allait devenir dans le temps. Hein, parce qu'il y a un principe, il y a un économiste dans les années 90 qui disait celui qui croit qu'on peut avoir une croissance infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Donc là, on avait affaire à des gens qui voulaient voir ce qui allait se passer. Et alors, ils ont utilisé des modèles mathématiques et ils ont démontré qu'à un moment donné, on allait monter, et pouf, on allait avoir une déplétion, c'est-à-dire une décroissance de tout. Donc, on a une décroissance des ressources. Bon, ça, c'est juste évident. On a une décroissance de la nourriture disponible parce que, par exemple, si on n'a plus de phosphate, ça va impacter fortement la production agricole. On a une décroissance du business, de l'industrie qui chute, et on a également une chute de la population. Voilà, qui est là en bleu. Alors, on peut se dire, bon, ok, c'est des calculs des années 70, allez, d'accord. Sauf que récemment, c'est-à-dire dans les années 2000, tous ces calculs ont été repris par des Australiens. Et en fait, là, les courbes en gras, ce sont les nouveaux calculs qui ont été faits il y a 15 ans à peu près. Et on s'aperçoit que finalement, le modèle est à peu près vrai, quoi. C'est pas déconnant. Donc là, on voit qu'il y a un crash possible, enfin, il y a un pic possible qui arrive là dans les décennies suivantes. Alors, c'est peut-être dans les décennies suivantes, c'est peut-être en 2040. Moi, je dirais, peu importe, ça va arriver, c'est sûr. Alors, je me suis amusé à voir l'impact, disponibilité d'une ressource versus prix. Et là, je suis allé voir sur un site et j'ai pris le premier sur lequel je suis tombé, qui est le nickel. Et là, on voit la disponibilité en rouge, on voit le stock de nickel mondial. Et en bleu, on voit le cours. Alors, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on superpose l'un sur l'autre, et on s'aperçoit dans ce cas que le cours est directement fonction de la disponibilité de la matière sur le marché. Ça veut dire que lorsque les marchés vont se tendre sur le pétrole, sur les métaux et sur toutes les matières premières, et de facto, vous voyez, là, on a une croissance qui va de 1 à 4 pour l'instant, alors que c'est une petite pénurie, on va dire, sur le nickel. Ça va de 1 à 4. Là, dans la dernière décennie, ça s'est passé comme ça pour le nickel. Donc, dès qu'il y a une tension sur une matière première, pouf, il y a envolé des cours. Et donc, pour les entreprises qui utilisent ça, ça a forcément un impact sur le PNL, sur la rentabilité de l'entreprise. Il y a une autre chose, c'est qu'en 2020, il y a eu une décision du Conseil d'État qui a dit que si avant les lois sur l'environnement en fait, et sur la transition énergétique n'étaient pas contraignantes pour les gouvernements, c'était un objectif à atteindre et qu'il n'y avait pas d'obligation de résultat, maintenant ça le devenait, au moins pour les émissions de gaz à effet de serre. Donc maintenant, ces objectifs-là sont contraignants. C'est contraignant pour les États, donc ça va devenir contraignant pour les entreprises. Alors, on voit bien que tout ça, ça va pas durer, ça va pas durer autant que les impôts, j'allais dire, et qu'à un moment donné, on va rentrer en tension, même s'il y a déjà pas mal de choses qui sont en tension. Et donc, il est important de se mettre dans une dynamique, de pouvoir décorréler le PIB de la consommation de ressources. C'est comme si la courbe rouge, là, je la décalais, c'est-à-dire qu'on puisse augmenter toujours notre PIB, mais sans augmenter ou voire même en diminuant notre consommation de ressources. Et dans ce cas, il y a un truc qui est sympa, et c'est ce que l'on va détailler, qui permettrait de le faire, c'est l'économie circulaire. Alors, j'ai repris ce que j'appelle bêtement la roue de l'économie circulaire. Et selon l'ADEME, l'économie circulaire est découpée en 3 domaines, qui sont le domaine de l'offre, c'est-à-dire la création de l'offre, le domaine de l'usage, c'est-à-dire nous, quand on utilise notre produit, notre machine à laver, etc. Et puis, bien sûr, le domaine du recyclage.
Alors, on va détailler ça. Et chaque domaine, en fait, contient un certain nombre de piliers. Donc, il y a 3 domaines, le domaine de l'œuvre, du déchet et le domaine de l'usage. Et il y a des piliers qui sont dans chacun des domaines. Et on va détailler ce que sont ces piliers. Alors, on va commencer par la fin et on va attaquer par le recyclage. En fait, on peut se poser une question, pour des questions de temps, je ne vais pas vous la poser, mais est-ce que le recyclage, c'est la solution? Parce que quand on écoute les médias, etc., on a l'impression que le recyclage, c'est la solution et que ça se suffit à lui-même, entre guillemets. Eh bien, non, ça ne peut pas être la solution. Je ne dis pas qu'il ne faut pas recycler, hein, c'est un élément important. Par contre, ça ne peut pas être la solution ultime pour tout. Pour une raison en moins, c'est que comme notre consommation de ressources augmente de façon exponentielle, eh bien, la ressource disponible à recycler, c'est-à-dire les machines, les voitures, par exemple, si je veux récupérer du métal, les voitures que j'ai produites il y a 15 ans à peu près, eh bien maintenant, vu que je fais plus de voitures, vu qu'il y a plus de personnes en classe moyenne, etc., bah, de toute façon, il me faut 2 fois plus de métal. Voilà. Je vous rappelle, hein, en croissance exponentielle, on double à peu près tous les 15 ans. Avec un taux de croissance de l'ordre de 4%. Donc, du coup, même et ce n'est pas possible, mais même si on arrivait à tout recycler à 100%, bah, de toute façon, ce gisement de recyclage ne suffirait pas à fournir le besoin. Voilà. Donc, déjà, rien que pour ça, le recyclage, c'est une solution, mais ça n'est pas la solution unique qu'il faut envisager. Et j'en reviens à ce que j'appelle, moi, la pyramide des déchets. Qui est également issu de l'ADEME. Et l'ADEME nous dit que le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. Hein. Donc, par exemple, si ma machine à laver le linge, je la répare et je la fais durer 3 ans, ou enfin, je la fais durer 30 ans, c'est bien mieux que si je la fais durer 5 ans. Parce que du coup, je ne vais pas générer de déchets, donc je n'aurai pas besoin de consommer des ressources pour en produire une autre. Ensuite, il y a minimiser les déchets. Alors, minimiser les déchets, qu'est-ce que c'est? Si je vais poursuivre sur l'exemple de ma machine à laver, si la machine à laver, la carte électronique est foutue, imaginons que je ne puisse plus la réparer, qu'est-ce qui m'empêche d'aller récupérer le tambour pour la remettre sur une neuve? Puisque le tambour, franchement, moi, je n'ai jamais pété un tambour sur mes machines à laver. Qu'est-ce qui m'empêche de récupérer le moteur? Parce que le moteur, je n'ai jamais grillé un moteur sur ma machine à laver, vous voyez? C'est toujours des accessoires en fait qui se pètent, mais les fonctions quelque part essentielles sont toujours stables. Donc, si lorsque l'on a un problème, qu'on doit détruire un produit, on en récupère les composantes pour les remettre dans le circuit, on minimise les déchets, et donc c'est toujours ça de prix. Et puis, en troisième position, et j'insiste sur cette troisième position, il y a le recyclage, que l'on connaît tous avec les bouteilles de verre, on récupère le matériel, etc. On récupère les métaux, etc. Bien, alors, ce qui est intéressant, et pourquoi je vous fais voir cette pyramide, c'est que le recyclage, si on arrive au recyclage, c'est déjà un échec. Ce n'est pas une panacée, c'est déjà un échec. C'est-à-dire qu'on n'a pas su éviter le déchet, on n'a pas su minimiser et réduire les produits pour les remettre dans le circuit. Voilà. Et puis après, il y a la valorisation énergétique. Donc là, on récupère au moins de l'énergie, c'est déjà ça. Il y a l'incinération toute bête, on fait brûler et c'est foutu. Et on ne récupère même pas l'énergie. Et puis ensuite, il y a l'enfouissement. Et bien sûr, vous comprenez que plus on va vers le bas de l'échelle, moins il faut y aller, quoi. Plus il faut limiter. Et donc, tout l'enjeu, c'est de remonter d'un ou deux niveaux, au moins, chaque élément. C'est-à-dire, ce qu'on passe en enfouissement, si on possible, on peut soit le recycler, soit le mettre en valorisation énergétique. Et puisqu'on passe aujourd'hui en recyclage, il faudrait peut-être penser à le réutiliser et à le remettre dans d'autres process industriels. Voilà. Alors maintenant, on va passer au domaine de l'usage. Et donc, il y a 3 piliers. Il y a le réemploi, la réparation et la réutilisation. Alors, ce sont 3 choses bien distinctes. Le réemploi, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est le bon coin. C'est-à-dire, moi, j'ai une tondeuse. Je ne l'utilise plus parce que je vais aller habiter en appartement, par exemple. Je revends ça sur le bon coin. Donc, voilà, c'est ça le réemploi. Le réemploi. Et vu d'une entreprise, ça pourrait être, je fournis une tondeuse à un client et lorsqu'il n'en a plus besoin, je la reprends et je la refournis à un autre client. Ça peut être ça. Ensuite, il y a la réparation. Alors, dans la réparation, ce terme est un peu limitatif et donc je l'élargis. Donc, il y a bien sûr réparer le produit, mais possiblement, on peut l'upgrader et le rénover. L'upgrader, c'est quoi? C'est si j'ai ma machine à laver, maintenant, je sais pas, il y a un nouveau système qui permet d'économiser de l'énergie. J'implémente ce nouveau système d'économie d'énergie sur ma machine à laver. C'est-à-dire que je maintiens mon produit au meilleur état de l'art fonctionnel, on va dire. Et puis, il y a la rénovation. C'est-à-dire si j'ai une très vieille machine à laver qui n'est plus aux normes, par exemple électrique,
eh bien, plutôt que de la jeter et d'en racheter une nouvelle, ben, peut-être que je peux reprendre ça et modifier la machine pour qu'elle soit, pour la remettre aux normes. Voilà. Donc ça, ça fait partie du cycle de vie d'un produit. Et puis ensuite, il y a la réutilisation. Alors la réutilisation, moi je confonds souvent les deux termes, je n'arrive pas à me les mettre dans la tête, mais c'est bien différent du réemploi. La réutilisation, c'est que je vais réutiliser un produit ou un composant d'un produit dans un autre usage que celui qui a été destiné à sa construction. Typiquement, on parlait du moteur des machines à laver. La réutilisation d'un moteur de machine à laver, ça pourrait être je modifie le moteur et je le mets sur une éolienne pour générer de l'énergie. Voilà. Là, j'en change l'usage. Hein, c'est ça. Et puis, on va passer dans le domaine de l'offre. Et donc, le premier pilier, c'est l'éco-conception. Donc, on voit bien que la conception d'un produit est essentielle parce que si je conçois un produit qui n'est pas réparable, si je ne peux pas le démonter, je ne pourrai pas le réparer. Donc, voilà, je vais arrêter la boucle de l'économie circulaire immédiatement. Et puis, on voit également que si je fais de l'éco-conception et que je réutilise, par exemple, comme l'exemple que je vous évoquais tout à l'heure, où je dis je vais réutiliser des moteurs de machines à laver pour les mettre sur des éoliennes et qu'ils deviennent générateurs, donc c'est tout à fait possible. Eh bien, si je n'ai pas conçu ça pour m'adapter à des moteurs existants, voire même que je n'ai pas monté mes moteurs sur des pièces d'adaptation qui me permettraient de sourcer tout un tas de moteurs différents, eh bien, fatalement, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc, l'éco-conception est super importante. Et donc, qu'est-ce que c'est éco-concevoir un produit? C'est faire en sorte de le rendre compatible avec toute la boucle de l'économie circulaire. Ensuite, il y a l'écologie industrielle. Donc, l'écologie industrielle, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner un exemple tout simple ici. C'est le fait de mettre deux industries et le déchet d'une industrie devient une ressource de l'autre. Donc là, par exemple, on voit parfois des patinoires qui sont juste à côté des piscines. Eh bien, pourquoi? Parce qu'on met une pompe à chaleur pour faire et une pompe à chaleur, ça fait pour faire du froid, elle fait du chaud, et pour faire du chaud, elle fait du froid. Donc, on met la pompe à chaleur au milieu et du coup, le chaud, on va le mettre à chauffer la piscine et le froid qui est généré, on va l'utiliser pour geler la patinoire. Voilà. Donc, le déchet de l'un devient une ressource de l'autre. Il y a des process industriels qui génèrent du chlore. Eh bien, si à côté, on met une usine qui consomme du chlore, du coup, on a bouclé la boucle et c'est génial. Et ensuite, donc, il y a l'économie de la fonctionnalité. Et c'est là où je voulais vous amener, c'est un peu l'objectif de cette rencontre. L'économie de la fonctionnalité, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt que de vendre un produit, donc la machine lavée, par exemple, je la vends. À ce moment-là, je ne maîtrise plus son usage. Eh bien, dans ce cas, je vais non plus vendre le produit. Si je passe en économie de la fonctionnalité, je vais non plus vendre le produit. Par contre, je vais vendre ce que le produit apporte à son client. C'est-à-dire, pour simplifier le discours, je vais dire, je vais vendre le lavage. Donc, plutôt que de les vendre 400 € une machine à laver, je vais la mettre à disposition chez un client et je vais lui dire, maintenant, tu me payes 50 centimes du lavage que tu fais. Voilà. Alors, ça ne change rien, ça ne paraît pas comme ça, mais ça change tout. Ça change tout par le fait que si je reste propriétaire si je suis constructeur de machines à laver, dans le modèle actuel, j'ai intérêt à ce que le cycle de renouvellement soit rapide et du coup, 4 ans, c'est parfait pour moi. Par contre, si je garde la propriété du produit et que je loue l'usage de ce produit, que je vends l'usage de ce produit, à ce moment-là, je n'ai plus aucun intérêt à ce que ma machine soit changée tous les 4 ans. Bien au contraire, j'aurais intérêt à ce qu'elle dure 30 ans, voire 50 ans, voire même j'aurais intérêt à récupérer des machines en parc chez les clients pour les revamper et les remettre au meilleur état de l'art et les remettre sur le marché. Parce que ça me coûtera bien moins cher. Et je vais vous dire en cela un des concepts du digital, en fait. Dans le digital, on dit que la valeur d'un client est fonction du nombre d'interactions que l'on a avec lui. Donc, je répète cette phrase parce qu'elle est très importante pour la suite. C'est-à-dire que la valeur d'un client, donc il faut comprendre la valeur économique d'un client, est fonction du nombre d'interactions que l'on a avec lui. Or, si je suis fabricant d'un produit que je le vends et que je ne revois le client que 4 ans après ou 10 ans après pour le renouvellement, en 10 ans, j'ai eu que 1 ou 2 interactions avec le client. C'est-à-dire que je suis très peu en capacité d'aller générer du business. Et donc, tout l'enjeu de l'économie de la fonctionnalité, c'est de dire si je garde la propriété du produit, dans ce cas, je vais avoir de nombreuses interactions et des interactions régulières avec le client qui vont me permettre d'aller générer du business additionnel. Voilà. Et donc, par exemple, le business additionnel, si je mets ma machine en économie de la fonctionnalité, donc je la mets chez le client me paye 50 centimes à chaque lavage, par exemple.
je vais connecter ma machine pour savoir où elle en est. Si elle a un défaut, que je puisse aller la maintenir, savoir le nombre de lavages. Si je sais que tous les 1000 lavages, il faut que je change je ne sais quoi à la courroie, voilà, je serai prévenu de ce qui se passe. Mais comme j'ai des informations d'usage, donc comme j'ai des informations tous les jours sur ce qui se passe sur la machine, je vais aussi pouvoir ajouter un service de vente de lessive. Donc, je vais lui livrer la lessive. Dès qu'il en aura besoin, il ne s'en occupera pas. Je vais pouvoir lui vendre des filtres. Là, maintenant, il y a des nouveaux filtres qui arrivent sur les machines. Et donc, du coup, voilà, ce sera bien pratique pour le client parce qu'il n'aura rien à s'occuper. Voyez. Et du coup, moi, je vais pouvoir collecter tout un tas de données qui vont être intéressantes. Donc, par exemple, je peux même collecter des données que la personne qui utilise la machine n'a que faire. On peut tout à fait imaginer mesurer la qualité de l'eau et lorsqu'il y a une alerte sur la qualité de l'eau, prévenir les autorités sanitaires et donc vendre ce service aux autorités sanitaires, par exemple. Ou alors vendre ce service d'alerte à l'usine qui pourrait polluer au-dessus ou au-dessus de la source ou je ne sais quoi. Vous voyez ? Donc, en fait, on voit que si on garde la propriété du produit, ça ouvre la porte à plein de services que l'on peut imaginer autour de ce même produit. Et du coup, si on remplace la vente, du coup, on va faire en sorte que le produit dure très longtemps parce que je n'ai pas envie de me repayer un produit tous les 4 ans. Donc, ça aura 2 impacts. Le premier, c'est que ce sera plus économe en termes de consommation de ressources, donc d'excavation de matières premières. Mais par contre, ça va me rendre dans le même temps résilient à une éventuelle et très probable, voire certaine, augmentation des coûts des matières premières. C'est-à-dire que si ma machine, elle dure 30 ans, ma machine à laver dure 30 ans, eh bien, quelque part, j'ai la matière première pour 30 ans. Alors que si elle dure 4 ans, tous les 4 ans, il faut que j'achète de nouveau de la matière première, donc des aciers, etc. Donc, si le coût de l'acier se multiplie par 4 ou par 10, ce qui est tout à fait possible, et là, rien que pendant le Covid, on a vu des tensions sur les matières premières qui ont multiplié. Il y a plein de matières premières qui ont multiplié par 2 ou par 3, donc c'est tout à fait possible. Eh bien, dans ce cas, comme moi, je suis plus dépendant ou de façon très faible de ces matières premières, eh bien, mon entreprise devient résiliente et devient beaucoup plus résiliente que les autres, celles qui ne seront pas passées l'économie de la fonctionnalité, parce que les autres, l'augmentation des matières premières de 400% ou plus, ils vont se le prendre en pleine dent. Voilà. Donc, il faut comprendre que l'économie de la fonctionnalité et le fait qu'on garde la propriété d'un produit et qu'on l'exploite sur de nombreuses années, à la fois, c'est un bénéfice pour la planète, mais je vous ai dit que l'orientation, la vision que je portais aujourd'hui, c'était sur l'entreprise. Mais donc, ça va rendre l'entreprise résiliente vis-à-vis des fluctuations à venir de coûts matières et de la disponibilité de leur disponibilité. Bon, ça, c'est le premier aspect. Et après, il y a un autre aspect qui est sociétal. C'est que comme on va maintenir les produits, eh bien, ça va créer de l'emploi. Ça va créer de l'emploi localement et qui ne seront pas dans des pays low cost parce qu'on ne va pas renvoyer la machine en Chine pour changer une courroie. Donc, du coup, et c'est plutôt de l'emploi qualifié, de la maintenance, etc. Donc, du coup, ça va permettre de créer de l'emploi et donc de générer du business et de retrouver de la croissance dans le pays. Et puis, il y a un autre effet qui se coule que l'on a évoqué, c'est que comme on échange régulièrement avec le client, on va avoir une intimité client qui va se développer. Et du coup, ça aura 2 effets qui se coulent. Le premier, c'est que comme on va échanger fréquemment avec lui, on se mettra en capacité d'aller développer du business. Et comme le client, si ma machine à laver dure 30 ans, le client ne va pas se reposer la question de quelle machine il va acheter tous les 4 ans, puisque mon service n'aura jamais de fin, entre guillemets. Et du coup, ça me fait une barrière concurrentielle énorme. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai pris le parc, les clients, ça pourrait être beaucoup plus compliqué d'aller reprendre des parts de marché par les concurrents. Ou alors, il faudrait qu'ils aient une offre qui soit vraiment différenciante. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que comme le contrat, on va s'arranger pour qu'il n'ait pas de fin, eh bien, le client n'aura pas à se poser la question du moment où il renouvelle sa machine, où il va renouveler son contrat. Donc, ça aura un impact également qui va être très intéressant, c'est que ça va me faire baisser mes coûts commerciaux et ça va me faire baisser mes coûts marketing. Parce que si je prends l'exemple toujours de la machine à laver, aujourd'hui, il y a plein de publicités pour aller vendre sa machine à laver. Or, si la machine à laver dure 4 ans, si vous avez acheté une Samsung par exemple, et qu'elle a duré que 4 ans, vous ne serez pas très content, donc vous allez plutôt préférer une autre marque. Donc, quelque part, c'est un moyen de perdre des clients, alors que l'économie de la fonctionnalité, c'est un moyen de garder des clients.
Voilà. Et du coup, ben, j'ai fait, alors c'est de façon totalement symbolique, hein, ce que j'ai fait, n'allez pas voir en ça des vrais ratios, mais la différence entre un business classique et un business model de l'économie de la fonctionnalité. Et on voit que ben, comme on produit beaucoup moins de machines, comme on a un équipement industriel qui est moins sollicité, comme on achète moins de matières premières, eh bien, on a forcément un volume de marge qui est supérieur. Hein, puis on sort également du champ concurrentiel, au moins dans un premier temps. On crée de l'emploi local, on dépense moins en coûts commerciaux et marketing, donc c'est toujours appréciable, ça va toujours dans le PNL. Et on augmente la valeur perçue du client puisqu'on va lui apporter tout un tas de services complémentaires qu'il ne rêve même pas aujourd'hui. Vous voyez ? Donc ça va être très, très intéressant. Et puis, bien sûr, comme je vous le disais, on augmente notre barrière concurrentielle puisqu'il n'y a pas en tant que tel de renouvellement. Voilà. Et bien sûr, on diminue notre empreinte environnementale. Alors, certains l'ont fait, comme Xerox, c'est un cas extrêmement connu. Et juste, donc on l'avait mis dans l'article que l'on vous a diffusé, mais juste pour remémorer un chiffre, c'est que Xerox a réduit de 92% sa consommation de matières premières. C'est-à-dire qu'il ne consomme plus que 8% des matières premières qu'il consommait avant. Donc là, on voit bien que s'il y a une augmentation des matières premières, et ce qui va arriver forcément, et bien, du coup, ils sont devenus résilients à ça. Michelin l'a fait également. Donc, Michelin, avant, ils vendaient des pneus. Maintenant, enfin, notamment sur des camions, et notamment avec des entreprises qui ont des grosses flottes de camions. Maintenant, ils vendent des kilomètres parcourus. Et du coup, il y a des gens des gens de Michelin qui viennent sur les parkings le week-end, sur les parkings de camions, et ils maintiennent le gonflage, enfin, ils contrôlent le gonflage des pneus, ils contrôlent l'usure. Lorsque le pneu est usé, ben, ils le recreusent une fois, ils le recreusent deux fois, ensuite ils le réchappent, il le recreuse une autre fois, etc. Il le réchappe deux fois. Une fois qu'il est complètement usé, à ce moment-là, il le change pour de vrai. Et en fait, le pneu, avec ce modèle-là, avant, un pneu en moyenne, ça durait 1 million de kilomètres sur un camion. Et ben maintenant, ils les font durer 2,5 millions de kilomètres. Et en plus, ils ont créé de l'emploi. Et ils ont fait la même chose sur les avions, où là, ils font payer l'atterrissage. Donc, le client, donc Michelin opère les pneus sur les avions, et le client, lui, paye au nombre d'atterrissages. Voilà. Alors, on pourrait se dire que l'économie de la fonctionnalité, ça n'adresse que les gens qui fabriquent des produits. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que non, ça adresse également les entreprises de services. Par exemple, on a plein de facility managers qui disent, bah, nous, par exemple, on rachète la chaudière, ici, c'est une chaudière d'un bâtiment, on rachète la chaudière et on va l'opérer. Donc, on va la remettre au top de la performance. Donc, on va y rajouter quelques composants électroniques, on va améliorer les régulations, etc., pour qu'elle consomme moins d'énergie. Et du coup, donc à la fois, on rachète la chaudière à son utilisateur, on la maintient et après, on va se faire de la marge sur les économies d'énergie réalisées. Donc, si le client avant dépensait 100 en énergie et qu'après cette intervention, il dépense 80, eh bien, quelque part, on fait moite-moite. C'est-à-dire qu'on donne 10 au client et 10 pour nous et tout le monde est content. Vous voyez ? Tetra Pak, ça c'est bon, vous connaissez le Tetra Pak avec les briques. Bon, eux, ils ne vendent pas leurs machines, ils les mettent à disposition chez les clients et ils se rémunèrent sur les consommables, c'est-à-dire sur le carton, sur la brique, enfin sur le carton, et donc, du coup, ils facturent la brique fabriquée. Voilà. Alors, il y a d'autres exemples que j'adore personnellement. Une société américaine qui s'appelle Interface et qui fait de la moquette. Et en fait, eux, ils louent la moquette en économie de la fonctionnalité. Et le patron d'Interface, qui a une vraie volonté écologique, lui, il loue cette moquette et en fait, ils se sont bien inspirés. Ils ont fait des moquettes qui sont un peu marbrées, vous voyez, pour qu'on puisse mettre à côté des moquettes d'occasion avec des moquettes neuves et que ça ne se voit pas. Donc, ils vous louent une moquette, vous l'utilisez 1 an, 2 ans, 3 ans. Quand vous voulez changer de couleur, il reprend tout et il relave les morceaux de moquette qui sont encore réutilisables et il recycle ceux qui ne sont plus utilisables et il remet tout ça dans le circuit. Voilà. Puis une société de la région qui est à Saint-Chamond, si j'ai bonne mémoire, qui s'appelle BIC, et qui, elle, en fait, fait des tissus de nettoyage. Donc, ils récupèrent des tissus, donc ils sont dans le recyclage de tissus, et avant, ils vendaient le tissu pour nettoyer des pièces mécaniques, etc., aux industriels ou aux mécanos. Eh bien, maintenant, ils ne les vendent plus, ils louent une fonction d'essuyage et du coup, ça veut dire qu'ils récupèrent les tissus une fois qu'ils sont souillés de graisse, d'huile, d'essence, etc. Et du coup, comme les tissus se sont chargés d'essence, enfin, quelque part, ils deviennent un carburant et donc, après, ils revendent le produit comme une énergie à des utilisateurs. Voilà.
Bref, on voit qu'il y a deux piliers de l'économie circulaire que sont l'économie de l'écologie, l'éco-conception et l'économie de la fonctionnalité. Et ces deux piliers-là, eh ben, vont permettre de tout faire le reste, c'est-à-dire de réduire et d'organiser le recyclage des produits, et de réduire ce qui est recyclé. Ça va permettre de faire du réemploi, de la réparation, ça va permettre de faire de la réutilisation. Et bien sûr, si on s'y attache, de faire de l'écologie industrielle. Puisque si je veux récupérer, par exemple, des moteurs de machines à laver pour faire des éoliennes, et ben, du coup, je vais faire de l'écologie industrielle. C'est-à-dire que je vais récupérer de mon copain à côté qui va démonter des moteurs de machines à laver, je vais les récupérer. Voilà. Et donc, on voit que ce business model-là, il est vertueux, il nous rend indépendants, enfin beaucoup plus résilients par rapport à la consommation de matières premières et à l'éventuelle augmentation des coûts. Alors, je passe vite. Et du coup, ça a été théorisé notamment par une dame qui s'appelle Isabelle Delannoy, qui a écrit un très bon bouquin qui s'appelle l'économie symbiotique, pardon, et qui nous dit que si on entre dans l'économie de la fonctionnalité, on peut faire un gain de matière entre 3 et 15, d'un facteur 3 à un facteur 15. Et si… non, pardon, excusez-moi. Si on mutualise des biens d'équipement, on peut faire un… Non, c'était ça. Si on passe en économie de la fonctionnalité, on fait un gain entre 3 et 15 de matières premières. Et si on mutualise des équipements, ce qui peut être fait en même temps que l'économie de la fonctionnalité, eh bien, on a encore un gain qui est de l'ordre de 15 à 16. Et donc, si on multiplie les deux, ça fait un gain possible entre 45 et 240. Ce qui est, admettez-le, juste énorme. C'est-à-dire que potentiellement, on aurait la capacité de réduire, alors c'est théorique, mais peut-être qu'on n'arrivera jamais à 240, mais potentiellement, on pourrait réduire notre consommation de matières premières d'un facteur 100, et ça semble tout à fait faisable. Et donc, juste en comparaison, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Marc Jancovici, qui a créé un cabinet qui s'appelle Carbone 4. Et pourquoi donc c'est un cabinet de conseil en transition énergétique. Et pourquoi il a appelé ce cabinet Carbone 4? Tout simplement parce que si on divise par 4 nos émissions carbone, ben, entre guillemets, on sauve la planète, au moins pour longtemps. Ben là, vous voyez, on peut jouer sur un facteur 100 avec l'économie de la fonctionnalité et l'économie circulaire. Voilà. Donc, en fait, vous l'avez compris, le fait de passer ça rend l'entreprise résiliente de toutes les fluctuations de cours et des pénuries qui vont se passer dans les décennies à venir. Et en fait, pour moi, c'est vraiment un enjeu stratégique des entreprises. Et s'il y a un message à retenir, c'est ça, je pense. C'est que en se rendant résiliente des cours, des matières premières, etc., eh bien, ça va nous permettre de nous développer en situation de crise. Alors, en dessous, je mets, attention, seuls les premiers seront servis. Et pourquoi j'indique ça, et je le crois très fortement, c'est que pour transformer une entreprise vers l'économie circulaire, ça demande plusieurs années, ça ne se fait pas en un clin d'œil, parce que ça fait changer plein de choses. Ça fait changer déjà la culture, ça fait changer la façon de vendre, ça fait changer la façon de concevoir les produits, ça fait créer des offres de services, donc monter des équipes services, etc. Et du coup, il faut plusieurs années pour y parvenir ou y parvenir efficacement. Et ces plusieurs années, ça compte entre 4 à 8 ans. Voilà. Pour arriver à un résultat, on va dire, conséquent. Et donc, le jour où il y aura une crise ou une tension sur les prix qui sera conséquente, eh bien, ceux qui n'auront pas anticipé vont en payer les pots cassés tout de suite, et les plus résistants vont peut-être chercher à s'adapter, sauf que ceux qui auront anticipé le coup, eh bien, comme ils seront bien plus performants d'un point de vue économique, ils vont reprendre toutes les parts de marché des autres qui auront été laissés par les entreprises qui auront soit coulé, soit qui seront en train de se réinventer. Et donc, c'est en ce sens-là où je dis que c'est un vrai enjeu stratégique pour les entreprises et que seuls les premiers seront servis parce que seuls les premiers seront à même de capter les parts de marché lorsqu'il y aura problématique. Voilà. Et donc, c'est un vrai facteur de croissance. Et en ce sens, je finirai par Adam Smith. Adam Smith, il dit, en fait, ce n'est pas par bienveillance que le boucher fait de la bonne viande ou que le boulanger fait du bon pain. Pardon. Voilà. Mais c'est par égoïsme, parce que si c'est par égoïsme qu'on fait du bon pain, c'est parce que le client va être satisfait, du coup, ça va nous générer du chiffre. Eh bien, en ce sens, je pense que le passage à l'économie circulaire, il faut le voir par égoïsme.
Et alors, ceux qui me connaissent savent que je suis plutôt altruiste qu'égoïste, mais là, je vais prôner l'égoïsme pour une raison très simple, et j'en terminerai par là. C'est que si on se dit « je passe à l'économie circulaire pour sauver le monde », on voit bien que chacun individuellement, on ne va pas infléchir les courbes du monde. Et donc, potentiellement, il ne va rien se passer. Alors que si on agit par égoïsme, c'est-à-dire pour sauver sa peau, c'est-à-dire pour sauver sa boîte, eh bien, dans ce cas, on va le faire, on va changer, du coup, et c'est là où, si tout le monde le fait, par égoïsme, on va vraiment faire changer le monde, parce que vraiment, si on le fait pour soi, eh bien, on va pérenniser notre entreprise, et du coup, ça va être beaucoup plus durable, et ça nous mettra beaucoup plus en mouvement. Donc voilà, c'est pour la première fois de ma vie, je prône l'égoïsme. Et du coup, je passe la main à Sandra. Je ne sais pas si tu peux parler, Je suis Sandra. là. Oui, merci Xavier. Vous venez d'assister à une super conférence sur l'économie de la fonctionnalité. Je suppose que Xavier vous a convaincu de l'intérêt d'une telle démarche et de la nécessité d'être le premier de votre secteur, que ce soit par altruisme ou égoïsme, finalement, peu importe, l'essentiel est peut-être de vous mettre en mouvement. Et donc là, je vous propose concrètement de passer à l'action, d'engager une démarche de transformation de votre business model et de bénéficier de l'expertise de Xavier dans le cadre du programme régional Ambition, Région, Innovation, optimiser ma politique d'innovation. Tu peux passer au slide suivant, Xavier. Concrètement, ce programme est le programme régional qui permet aux entreprises de mieux piloter les processus de management d'innovation et donc de favoriser les chances de succès lors de la mise sur le marché des nouvelles offres. On peut passer au slide d'après. Je vais être très rapide. Depuis le début du programme, donc il faut savoir que ce programme existe depuis 2011. On l'a fait évoluer, mais dans l'essence, dans sa philosophie originelle, c'est toujours le même. Et donc, on a déjà accompagné près de 760 entreprises sur des thématiques liées au management de l'innovation, de la start-up, TPE, PME à l'ETI. Xavier, tu as cité BIC, Blanchisserie Industrielle du Centre. C'est l'une des entreprises qu'on a accompagnées, notamment dans le cadre de ce programme. Il est financé à hauteur de 70% par la région Rhône-Alpes. Donc, vous verrez un peu plus bas, les restes à charge pour les entreprises sont tout à fait modiques. Et il est reconnu conforme au guide AFNOR relatif au management de l'innovation. Si tu peux passer. Alors, concrètement, le programme vous permet de bénéficier de temps collectif, des formations, des ateliers, des séminaires pour apprendre aussi les concepts de base du management de l'innovation et surtout échanger entre pairs. Et ensuite, vous aurez accès à un double accompagnement individuel, donc un consultant expert, Xavier par exemple, qui vous accompagnera chez vous dans votre entreprise dans cette démarche d'amélioration et pour ce qui nous concerne aujourd'hui dans la transformation de votre business model. Le programme se veut par module de 4 ou 8 demi-journées renouvelables. Et vous aurez également l'intervention d'un chef de projet territorial dans une CCI ou TESAM en fonction de votre zone géographique qui va vous aider à englober le projet dans une démarche plus globale, de solliciter des ressources, de vous mettre en relation avec les bons acteurs de l'écosystème, vous aider à monter des dossiers de financement, faire des mises en relation entre entreprises, etc. Je dois avoir le slide sur les options. Donc, juste pour vous dire que dans les bulles, quand on a retravaillé les thématiques du programme il y a 1 an et demi, la bulle nouveau business model et économie de la fonctionnalité, économie circulaire, c'était l'une des thématiques qu'on avait souhaité pousser. Donc, tout va bien et on est cohérent avec le webinaire d'aujourd'hui. Derrière, je dois juste avoir le slide sur les coûts qu'on peut passer. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'accès aux formations, le suivi par le relais, plus les 4 ou les 8 séances d'intervention, le reste à charge pour l'entreprise est relativement faible. Et mon dernier slide, j'ai juste la carte des porteurs territoriales. Donc en fonction de votre département, notez vite le contact. C'est une personne qui vous aidera à monter le dossier, vous faciliter la vie pour que vous puissiez démarrer très vite avec Xavier. J'en ai fini. Merci Xavier. Et on peut passer aux questions-réponses. C'est un plaisir. Du coup, tu ne t'es pas présenté, peut-être que ça vaut le coup de le faire pardon. maintenant. Oui, je suis allée à l'essentiel, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, Sandra Charity, je travaille à TESAM et j'ai le rôle de porteur régional de ce programme. Donc, avec l'équipe que vous voyez là sur la petite carte,
On fait vivre le programme, on fait du développement méthodologique et on va surtout négocier de l'argent auprès de la région pour que le programme perdure et qu'on puisse accompagner le maximum d'entreprises, start-up, TPE, PME, ETI sur la région. Super. Eh bien, merci Sandra pour cette présentation. Du coup, bon, on est un poil à la bourre, mais je pense qu'on peut se prendre quelques minutes de questions-réponses. Laura, est-ce que des questions sont venues dans le chat? Oui, on a eu quelques-unes, mais n'hésitez pas à en poser maintenant qu'on a fini la présentation. Je vais poser une première question de Pascal. La pénurie actuelle de matières premières et composants électroniques est liée à l'achat massif de biens par les populations américaines, occidentales et asiatiques. Ne pourront pas consommer de services, notamment en ce moment avec les restaurants et les boutiques, selon démontre bien l'état d'esprit au niveau mondial. Combien de générations faudra-t-il pour passer au service plutôt qu'à l'achat de biens de grande conso? Ah bah, je pense qu'il en faudra moins d'une. Parce que lorsqu'on regarde tous les courbes, ça va se passer là, normalement, dans les 10-15 ans à venir. Et du coup, quelque part, si on ne le fait pas par, comment dire, de façon volontaire, on le fera de façon obligée, quoi. Et en fait, il y a deux alternatives, hein. Quand on regarde les collapsologues, etc., eux, ils disent qu'il faut baisser le PIB. Et donc, il faut revenir à la vie de nos grands-parents, quelque part. Donc, bon, pourquoi pas, sauf que politiquement et socialement, c'est un peu compliqué à faire admettre. Et donc, je pense qu'on ne va pas aller dans cette voie-là. Et donc, la voie qui paraît la plus simple, à mon sens, et la plus optimum, c'est de passer justement en économie circulaire. Et donc, c'est de se mettre en capacité d'aller décorréler le PIB de la consommation de ressources. Voilà. Et donc ça, moi, à mon avis, ça va arriver très vite. Et d'ailleurs, il y a plein de boîtes déjà qui passent à l'économie de la fonctionnalité, hein. Et avec toutes les contraintes environnementales, etc. Enfin voilà. Donc pour moi, moins d'une génération pour répondre à ça. Et je continuerai sur un truc que je n'ai pas traité, c'est que tout à l'heure, je parlais de la donnée et du fait qu'en digital, la valeur d'un client était fonction du nombre d'interactions que l'on avait avec eux. Eh bien, il faut comprendre que si on passe en économie de la fonctionnalité, on va choper de la data. Et cette data-là, on peut la valoriser. Et que cette data-là, quand on la valorise, quelque part, elle n'a pas ou peu d'impact environnemental. OK, elle a l'impact des serveurs informatiques, etc. D'accord. Mais par contre, ça permet vraiment de décorréler le PIB, donc la croissance du PIB ou le PIB tout court, de la consommation de ressources. Et là, quelque part, tout à l'heure, je vous citais la phrase qui disait « Celui qui pense qu'on peut avoir une croissance infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste ». Eh bien, si on vend de la data, on vend de la connaissance, et c'est le business model de Facebook, de toutes les grandes boîtes du digital. Eh bien, lorsqu'on vend de la connaissance, on peut tout à fait décorréler ça, et du coup, on peut estimer qu'on peut avoir une croissance infinie dans un monde fini. Voilà. Merci Xavier. Une autre question de Clément. Quelles alternatives à la location? Alors il y en a plein, effectivement. Là, donc là, je suis allé très, très vite, et forcément, j'ai fait des ellipses énormes. Mais il y en a plein. Par exemple, on pourrait citer il y a la consigne. La consigne, par exemple, on peut citer les jeans 1983. Hein, c'est une boîte française qui, pour être sûr de récupérer les jeans en fin de vie, de pouvoir les recycler, les consigne. C'est-à-dire, vous achetez votre jeans, par exemple, 100 € et vous payez 20 € de consigne qui vous seront remboursés lorsque vous renverrez le jeans. Voilà. Et dans les 20 €, il me semble, je vais pas vérifier, je crois que le coût de transport est inclus. Voilà. Donc, ça, c'est la consigne, c'est un business model. Ensuite, il y a plein de trucs où on peut reprendre pied sur un parc, y compris sur un parc concurrent. Donc là, il faudrait qu'on refasse un webinaire là-dessus. Mais par exemple, ce qu'on peut imaginer, tout à l'heure, je vous le disais, dans l'entretien, dans la maintenance, on peut faire du revamping. Donc, si je fais du revamping, je peux faire du revamping pour mes propres produits à moi, si je suis fabricant de produits, mais on peut tout à fait imaginer faire du revamping sur les produits concurrents. C'est-à-dire, quelque part, j'utilise le parc du concurrent pour prendre pied en économie de la fonctionnalité.
Donc, ça permet d'utiliser le parc existant, donc la base installée existante, pour développer tout un tas de services. Et là, c'est énorme et ça permet vraiment de croître rapidement. C'est-à-dire qu'on utilise tout l'effort commercial qu'a fait notre concurrent pour générer du parc comme une base installée pour nous sur laquelle on peut travailler des nouveaux services. Et ça, alors, ça peut être très intéressant lorsqu'on est société de services et même lorsque l'on est fabricant de produits. En fait, je vais le dire autrement. Je vais rester sur cet exemple extrêmement simple et peut-être simpliste de la machine à laver, mais si je suis Brandt et que je veux récupérer, qu'est-ce qui m'empêche, dans la mesure où je fais de la maintenance, dans la mesure où j'ai monté une équipe de maintenance, qu'est-ce qui m'empêche d'aller changer une courroie sur mes produits, sur ma marque, par exemple Brandt, et de le faire également sur une marque, je ne sais pas, Siemens ou je ne sais pas quoi, qui serait à côté, quoi. Potentiellement rien. Potentiellement rien. Et qu'est-ce qui m'empêche d'aller, si je fais des kits de réadaptation ou autre, en imaginant que la carte électronique de la marque concurrente soit HS, qu'est-ce qui m'empêcherait de mettre la mienne ou d'en avoir développé une qui permette de prendre pied sur la base concurrente? Donc, voilà, ça, c'est un autre business model. Alors là, c'est génialissime parce que je vois des sociétés qui, par exemple, étaient très fortes sur leurs offres fut un temps et ont perdu pied sur leur marché parce qu'il y a plein de concurrents issus de l'étranger ou autres qui sont venus leur grignoter des parts de marché. Eh bien, ça, c'est un excellent moyen pour aller reprendre des parts de marché sans même que le concurrent le voit. Enfin, c'est-à-dire qu'on reprend des parts de marché à un autre niveau, quoi. Voilà. Donc, c'est une machine de guerre, en fait, en termes de business. Bon, il en existe plein, hein, mais je ne vais peut-être pas m'attarder là-dessus. Mais ceux qui sont intéressés par la question, on peut tout à fait avoir une conversation plus complète là-dessus. Ou organiser un auto-webinaire, éventuellement, si le sujet vous branche. Pardon ? On fera les deux, Xavier. Voilà, on va prendre encore deux dernières questions. Ça vous va ? Quelles sont les pistes de financement de ce modèle économique? Les entreprises restent propriétaires des biens et donc nécessitent un investissement de départ important. Donc, comment financer cette dette? Ok. Alors, c'est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet. Et plus je le travaille, plus je m'aperçois que finalement, on n'a pas tant besoin de fonds que ça selon comment on aborde le sujet. Donc, effectivement, si je fabrique un produit, ce produit, mettons, je le vends 100, ben, si je ne le vends plus, quelque part, j'ai une trésor de 100 à assumer. Alors ça, c'est une vue de l'esprit un peu simpliste, et ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que si le client achète un produit qui vaudrait 100 aujourd'hui, si je le vends, il vaut 100, moi, il ne m'a pas coûté 100. Parce que déjà, c'est 100 avec la TVA, donc il ne me coûte que 80. Là-dessus, j'ai ma marge. Donc ma marge, moi, je vais plutôt la faire sur le service maintenant, etc. Et en fait, on s'aperçoit, là, je vais être de façon très schématique, et je sais qu'en disant ça, c'est vrai et faux à la fois, hein, donc excusez-moi pour les imprécisions, mais on va considérer que le coût de production d'un produit, c'est 30% de son prix de vente, pour faire simple. Et du coup, la trésor que j'aurais à apporter, c'est 30% du prix de vente, et ce n'est pas 100% du prix de vente. Donc, quelque part, j'ai un décalage. OK, je vais augmenter mon BFR, mais pas sur le prix de vente total. Et en général, lorsqu'on vend le service, quelque part, on facture à peu près 30% du prix de vente du produit par an. Donc, c'est très schématique, hein, ce que je dis. Hein. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, l'investissement produit, donc l'investissement matière et produit que l'on a, on le rentabilise sur 1 an, maximum 2 ans. Voilà, ça, c'est 80% d'écart. Donc, finalement, ça ne fait pas tant de trésorerie et des fois, ça peut se financer soit sur la trésorerie, soit sur la capacité d'autofinancement de la banque. Ensuite, si on fait de la garantie ou si on dit, voilà, je prends en contrat de maintenance le produit sur 5 ans, par exemple, ou sur 10 ans. C'est une autre façon de faire l'économie de la fonctionnalité. Dans ce cas, il faut comprendre que si je suis fabricant du produit, eh bien, quelque part, si toujours le produit vaut 100, le client, lui, si le produit tombe en panne, le client, il prend son risque sur 100, alors que moi, je vais le prendre uniquement sur la partie coût marginal de fabrication du produit. C'est-à-dire que s'il tombe en panne, le coût marginal d'un produit, c'est le coût ce que ça me coûte d'en faire un de plus. Ouais. Et donc, le coût marginal d'un produit, très souvent, c'est inférieur à 30%. Des fois même, c'est inférieur à 10%.
Donc, finalement, mon risque à moi, il est très faible. Voilà. Bon, après, il y a plein de solutions de financement, mais il faut voir que souvent, quand on ne se pose pas de questions, la solution de financement qui vient, c'est l'allocation financière. Et pour moi, ce n'est pas la meilleure des solutions, l'allocation financière. Pourquoi? Parce que si par exemple je prends un frigo, je le mets chez un restaurateur et je lui dis, ben voilà, tu vas faire un contrat de location financière. Et ben ce contrat, il va durer 3 ans. Donc la propriété du frigo va passer sur le financeur. Donc c'est le financeur, c'est la société de financement qui va devenir propriétaire du produit. Et du coup, ben déjà la société de financement, elle a financé un produit qui est d'occasion ou qui inclut des pièces d'occasion. C'est pas dit qu'il l'accepte naturellement. Ensuite, si moi je dis au client, voyez, tiens, il y a une nouvelle fonctionnalité pour le frigo, je vais venir vous l'installer. Je ne peux plus puisque c'est propriété du financeur. Et enfin, donc du coup, ça réduit quelque part ma capacité à créer de la valeur. Et le dernier truc, qui est un frein à cette solution, c'est que la location financière, ça dure 3 ans, 4 ans, 5 ans. Allez, imaginons 5 ans. Et à la fin de cette période, eh bien, quelque part, il y a la fin du contrat. Donc, du coup, on remet le client dans sa capacité à réinterroger le marché. Et c'est ce qu'il faut éviter. Donc, moi, je préfère un contrat de dire, voilà, je le mets à disposition, je m'occupe moi-même de le financer par un financement quelconque. Et par contre, je fais un contrat qui, quelque part, s'auto-reconduit et pour lequel le client n'aura pas l'occasion de se reposer des questions, est-ce que je change de solution ou pas. Voilà. Bon, il en existe plein, mais là encore, ça pourrait prendre 1 heure pour chaque sujet. Merci Xavier. On va prendre une dernière question. Allez, avec plaisir. Alors, c'est une question de Cédric. Et pourquoi ne pas donner la fonctionnalité à l'utilisateur et non au producteur? Cédric, peut-être peux-tu poser ta question parce que je ne la comprends pas comme ça. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ouais. C'est en fait, si on donne le pouvoir aux gens de réparer la machine à laver, dont tu as pris en exemple, et qu'on donne la possibilité d'accès à toutes les pièces de rechange, alors on donne la possibilité de la durabilité et de la diminution via la fonctionnalité qui reste durable. Effectivement, je valide totalement. Et comment une entreprise peut capter cette valeur-là? Voilà. Là, dans ce cas, elle va la capter par les pièces de rechange. Et elle va la capter par la notoriété, c'est-à-dire par la valeur, parce qu'aujourd'hui, il y a une augmentation de la valeur environnementale vue des clients, de toutes sortes, que ce soit des clients particuliers ou entreprises, parce que la démarche RSE dans les entreprises, elle prend de plus en plus de pouvoir, et du coup, dans les achats, ça se ressent. Donc déjà, ça, c'est un attribut de valeur très important pour les entreprises qui font du RSE, de travailler avec des entreprises qui ont ce même alignement-là. Voilà. Seb fait exactement ce que tu évoques et c'est un élément de différenciation énorme. Voilà. Donc moi, je valide totalement ce truc. Et l'entreprise, donc dans certains business models, ça peut être très, très intéressant parce que potentiellement, peut-être qu'on ne peut pas développer une force de maintenance mondiale. Donc dans ce cas, il faut imaginer d'autres schémas. Et le fait qu'il y ait des entreprises qui réparent et nous, on fournit les pièces de rechange et voire même à la fin, on s'organise pour récupérer les produits, au moins pour les remettre dans d'autres circuits parce qu'on aura créé des filières, ça peut être très, très intéressant. C'est-à-dire qu'on donne la main sur la maintenance au client, mais par contre, en fin de vie, il nous rend la machine et on lui donne tous les moyens en termes d'outils, en termes de connaissances, de documentation, etc. Et bien sûr, de fourniture de pièces de rechange. Voilà. Donc là, c'est sûr, c'est un des éléments que je n'avais pas soulevé, mais qui est très pertinent également et qui permet de générer du business. Merci Cédric. Ok, il reste d'autres questions? Une dernière, c'était une question de Pascal, je vais compléter avec la mienne. Ça serait quoi du coup le rôle des acheteurs industriels et plus globalement en fait des intermédiaires? Il est énorme, il est gigantesque, il est essentiel. Alors déjà, pour les acheteurs, il faut comprendre ça parce que si on reste dans l'ancien paradigme, on ne va pas aller loin. Donc, il faut comprendre ce paradigme-là. Et ensuite, là, le rôle de l'acheteur, ça ne va plus être qu'un acheteur, ça va être un monteur d'écosystème.
Ça va être un créateur d'écosystème. C'est-à-dire qu'il y a un truc que j'ai passé sous silence, parce que bien sûr, on ne peut pas tout évoquer, mais en fait, on ne parle pas d'EF, d'économie de la fonctionnalité. On dit c'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, j'ai passé ça sous silence, excusez-moi. Mais en fait, pourquoi la coopération? C'est qu'on voit bien que si je veux sourcer des produits d'occasion que je pourrais réinjecter dans mon process de fabrication ou dans mon process de maintenance, eh ben, il faut bien structurer les partenariats stratégiques pour aller le faire. Et donc, l'acheteur, dans ce cas-là, son rôle change parce que du coup, il prend de l'ampleur. C'est-à-dire qu'il ne va plus simplement négocier un prix ou négocier des caractéristiques techniques. Il va aller identifier des partenaires de jeu, donc des entreprises avec lesquelles ils vont pouvoir coopérer, monter tous ces partenariats, monter toutes ces coopérations et les suivre dans le temps. Donc, le rôle de l'acheteur change de façon conséquente. Voilà. Pour devenir, à mon sens, bien plus intéressant. Super. Voilà. Merci Xavier. Eh ben, merci à tous, pour votre participation. Voilà, du coup, je pense qu'on mettra cette vidéo en replay. Du coup, vous pouvez la revoir si vous le souhaitez ou la diffuser autour de vous. Normalement, voilà, je vous laisse mes coordonnées. Faites un screenshot si vous voulez m'appeler, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir d'échanger sur ces sujets. Et puis, renotez, faites un screenshot également des coordonnées de vos correspondants des CCI et de DESAM. Si vous souhaitez lancer des projets comme ça, ils vous seront de très bons conseils. Merci à tous pour cette participation. Vous étiez nombreux, 53 personnes. Ah non, c'est 53 commentaires, mais je crois qu'on était une quarantaine. Donc, c'est bravo, merci, ça fait très plaisir. Et puis, j'espère que cette session vous aura un peu bousculé dans vos, dans vos réflexions. Et si tel a été le cas, eh bien, j'en suis ravi. Très bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir.